Bonjour. Il est important de faire une introduction méthodique à cette série de vidéos dans laquelle nous allons parler du développement de l'enfant. Dans notre réflexion, nous nous sommes penchés sur les deux aspects négatifs de notre époque, la tendance à adopter des solutions symptomatiques et un individualisme inadapté aux besoins de l'individu et de la société. Nous avons vu que du domaine de la santé à l'écologie, de la psychiatrie à la pauvreté, de nombreux domaines existent ou n'arrivent pas à être résolus en raison d'approches symptomatiques. Intéressons-nous maintenant de plus près à la philosophie de l'éducation que nous retrouvons dans le système scolaire. Elle est basée sur la comparaison des compétences physiques, émotionnelles, psychologiques, cognitives de l'enfant face à ses pairs. Le monde de la recherche s'intéressant à l'enfant, en particulier au XXe siècle, a été parfois un peu trop enthousiaste à l'idée de catégoriser diverses compétences de l'enfant selon sa catégorie d'âge. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation, de la pédagogie, imposent ces catégories et ces listes aux enfants et aux familles parfois de manière un peu trop dogmatique. Les enfants et les familles subissent souvent à leur désavantage ces listes et compétences imposées par l'école en fonction de l'âge de l'enfant. Premièrement, elles créent une pression extrêmement malsaine sur l'enfant en braquant les projecteurs sur les carences. Essayez de le cacher autant que vous le voulez. Les enfants sont tellement sensibles. À partir du moment où une déficience est localisée, celle-ci sera ressentie d'une manière ou d'une autre par l'enfant. Nous ne pouvons quasiment rien leur cacher. Et au passage, cette sensibilité est valable pour tous les âges. N'ayez, s'il vous plaît, jamais l'arrogance de penser que les gens croient aux mensonges. Pointer du doigt les carences de l'enfant fait souffler quelque part un vent comme si l'enfant était responsable de ses carences. Les enfants n'ont pas de libre arbitre. Ils existent en fonction de la génétique, de l'éducation et de la vie que leurs parents leur donnent. Par conséquent, s'il y a entre guillemets une carence, un problème chez l'enfant, il n'est certainement pas le responsable. Je pense franchement que le sentiment d'incomplétude d'un enfant, le fait qu'il se sente responsable, coupable à cause de facteurs extérieurs à lui, est parmi les choses les plus injustes sur cette terre. Par ailleurs, même si le niveau final de chaque enfant sera le même, la vitesse pour l'atteindre et la trajectoire ne peuvent pas toujours être les mêmes. Dans un marathon, certains partent très vite, d'autres rattrapent plus tard. Cela ne détermine pas qui est le meilleur coureur à la fin. En plus, la vie ne peut pas être comparée à une course, puisque d'une part, la personne qui gagne le marathon peut y parvenir en nuisant à sa santé, et d'autre part, il y en a qui finissent derrière et qui sont très contents d'y avoir participé. Nous arrivons donc au prochain inconvénient de la méthode de mise à niveau de l'enfant en fonction de sa catégorie d'âge. Chaque enfant a son propre style, chaque enfant est unique. En comparant systématiquement l'enfant avec ses pairs, en essayant de le mettre dans des schémas standardisés, nous raclons, balayons ses caractéristiques singulières. Nous ralentissons un enfant qui pourrait progresser beaucoup plus vite et formatons un enfant qui peut avoir des traits très originaux. L'humain n'est pas un être qui peut être mis dans de tels moules. Chaque individu, chaque enfant a un rythme et une carte de développement unique. Chaque famille a sa propre relation avec le monde et l'univers. Ainsi, la tendance des écoles et une partie des professionnels de ce domaine à vouloir constamment modeler les enfants peut être néfaste. Alors qu'il n'y ait pas de malentendu, bien évidemment, les professionnels qui suivent l'enfant doivent connaître ces catégorisations de qualité et compétences en fonction des catégories d'âge. C'est comme ça qu'ils peuvent bien accompagner les familles. Avant tout, l'identification de réelles pathologies se fait, entre autres, de cette manière. Mais une chose est sûre, les familles, au lieu d'être au courant de ces standards du développement, au lieu d'ancrer leur élan, leur motivation en partant d'une lacune, en comparant l'enfant à ses pairs à travers le bulletin scolaire ou autre, elles devraient envisager le développement de l'enfant avec la perspective de l'assouvissement des besoins. Une catégorisation subtile des besoins de l'enfant a un avantage dans un domaine assez inattendu. Les parents se motivent pour bien éduquer leur enfant et se lancent à lire plein de choses sur la parentalité. Une des conclusions à laquelle ils peuvent arriver assez facilement est l'obligation de changer eux-mêmes pour être de bons parents. Cette responsabilité est évidemment extrêmement décourageante et n'est pas très réaliste. Ce n'est pas facile de changer et est-ce que tout le monde a envie de changer? Montrez ce que vous savez faire. Faites en sorte qu'ils soient témoins de ces moments. Vous pouvez être fort dans les relations humaines,
dans le jardinage, dans votre métier. Nous avons tous dans nos vies des choses que nous faisons bien. Je pense à Michel Onfray qui avait vu chez son père ouvrier une attention particulière pour son jardin. Son père s'occupait de ce jardin en prenant au sérieux tous les détails. Il incarnait des bonnes valeurs dans ce qu'il faisait. Et de cette manière-là, vous allez assouvir le besoin de votre enfant de voir des bons exemples. Mais alors, que faire avec nos côtés dont nous sommes moins fiers? Eh bien, vous allez pouvoir envisager toutes ces choses négatives comme des opportunités d'assouvir le besoin de l'enfant à être exposé aux réalités de la vie et de l'humain. Vous pouvez utiliser à votre avantage ces moments en expliquant pourquoi ces attitudes ne sont pas bien. Cela va aider l'enfant à comprendre et à digérer les injustices de la vie plus facilement. Donc, en fin de compte, à partir du moment où vous arrivez à avoir le bon regard, faire le bon commentaire, la bonne analyse, vos comportements, qu'ils soient exemplaires ou pas, pourront avoir des effets extrêmement positifs sur le développement de l'enfant. Pour être de bons parents, vous n'êtes pas obligé de vivre de grands changements. Beaucoup de moments a priori non souhaitables peuvent être utilisés à l'avantage de l'enfant et de votre famille. Nous sommes les produits d'une chaîne de cause à effet orchestrée par des lois physiques. À quel point nous contrôlons nos vies? Avons-nous réellement un contrôle? En tout cas, le sens que nous pouvons donner à nos vies est un facteur, un moyen important pour la rendre plus agréable. La vie est une drôle d'aventure de rationalisation dans le sens psychanalytique et même peut-être énergétique et vibratoire. Donc vos actions sont ce qu'elles sont, mais entourez-les, ornez-les avec un regard intelligent, autocritique, constructif, et vous augmenterez de manière conséquente les chances de votre enfant d'en sortir plus fort, plus expérimenté. Pour que cette formule marche, il faut répondre à tous les besoins de l'enfant. Un enfant dont les besoins sont correctement identifiés et satisfaits a beaucoup plus de chances d'avoir une belle vie et d'être une belle personne pour la société. Soit dit en passant, ces besoins sont 100% valables pour les adultes. Nous avons tendance à penser qu'à chaque âge, à chaque étape, les besoins et les choses à faire sont différents. En fait, ces besoins sont toujours exactement les mêmes. Ce qui change est ce que l'individu peut comprendre et faire en fonction de sa maturité physique. En d'autres termes, pour augmenter les chances de votre enfant, mais aussi de vous-même et de vos proches, d'être en bonne santé, heureux et équilibré, envisagez la vie sous l'angle de la satisfaction des besoins. Regardez si les besoins que nous allons énumérer et étayer sont remplis. Un enfant dont les besoins sont satisfaits signifie un enfant en paix, en harmonie avec son environnement, un enfant qui arrive à activer ses capacités d'adaptation de manière saine. En d'autres termes, vous pouvez vivre une parentalité beaucoup plus détendue et relaxe en vous concentrant sur la satisfaction des besoins de l'enfant. Alors probablement, pour la plupart d'entre vous, le mot besoin reste trop abstrait ou trop basique. Et c'est là où se cache un des piliers du travail que nous allons effectuer ensemble. Nous allons déterminer, catégoriser les besoins de l'enfant, de l'humain, pour augmenter ses chances d'être bien dans sa vie. Une fois que vous aurez devant vos yeux, dans vos têtes, ces différentes catégories, domaines de besoins, votre regard sur l'humain et le développement de l'enfant sera beaucoup plus clair et posé. La prochaine fois, nous allons réfléchir sur un horizon souhaitable pour l'enfant. Il est essentiel de creuser minutieusement ce sujet de ce que l'on peut souhaiter à nos enfants et à nous-mêmes. C'est entre autres cet horizon qui va nous faciliter la mise en place de différentes catégories de besoins. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.